De commission avec des travaux aujourd'hui très tournés vers le sport, puisque ce matin nous avons auditionné les présidentes du CNOSF et du CPSF et nous sommes heureux de vous recevoir, Madame la Ministre, pour faire un point d'ensemble sur les secteurs relevant de votre responsabilité un peu plus d'un mois après votre entrée en fonction. Au nom de l'ensemble des membres de la commission, bien sûr, je vous souhaite une pleine réussite dans l'exercice de vos missions ministérielles. Notre commission examinera dans les prochains jours l'avis de ses rapporteurs Jean-Jacques Lozach et Yann Chantrel sur la mission sport, jeunesse, vie associative, dont l'examen en séance publique ici au Sénat est prévu le 10 décembre. Après l'élan suscité par l'accueil des Jeux, de nombreux acteurs du mouvement sportif expriment aujourd'hui leurs inquiétudes face à la contraction des moyens publics, tant d'ailleurs de l'État que des collectivités territoriales. Les crédits du programme 163 jeunesse et vie associative diminuent de 26%. Si nous nous réjouissons de la mise à l'arrêt du service national universel qui répond à une demande récurrente et ancienne de notre commission, quasiment pas dans l'unanimité, mais dans une assez large majorité, nous regrettons toutefois les lourdes coupes infligées aux autres actions du programme dans un contexte particulièrement tendu. La situation du secteur associatif est en effet très préoccupante. Pour la première fois, le 11 octobre dernier, les associations ont manifesté pour dénoncer l'érosion continue de leurs moyens financiers et l'épuisement des bénévoles qui viennent mettre en péril la continuité de leur activité. Je pense également au secteur des colonies de vacances qui peinent à retrouver le niveau qui était le sien avant la crise sanitaire. Dans ce contexte, la suppression brutale des colos apprenantes interroge, alors que ce dispositif a pourtant permis à près de 400 000 mineurs d'effectuer un séjour en colonie de vacances depuis 2020 et venait tout juste d'être pérennisé au sein du projet de loi de finances pour 2025. Les crédits du programme 219 sport diminuent quant à eux de 6,5%. Cette baisse concerne en particulier les équipements et les politiques de développement des pratiques sportives des jeunes. À ce contexte s'ajoutent de nombreuses incertitudes. D'une part, nous constatons année après année que la loi de finances adoptée par le Parlement est affectée par des mesures de régulation budgétaire. D'autre part, le rendement des ressources affectées à l'Agence nationale de sport, l'ANS, est incertain. La taxe dite Buffet, essentielle pour assurer la solidarité entre sport professionnel et sport amateur, est en effet dépendante de l'évolution des droits de retransmission, en particulier dans le football. Le sport de haut niveau paraît, lui, relativement préservé, de même que les crédits du programme 385, les Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes, nécessaires à la poursuite de ce projet. Véritablement lancé cette année avec la mise en place d'un comité d'organisation et d'une Solidéo dont nous avions auditionné il y a quelques semaines les principaux responsables. Nous suivons par ailleurs avec attention les enjeux structurels et de gouvernance. Les missions de l'Agence nationale du sport sont aujourd'hui questionnées. Vous nous direz comment vous voyez ces évolutions possibles. Parallèlement, le Sénat a engagé un travail de réforme du sport professionnel pour améliorer son encadrement et renforcer les mécanismes de solidarité dans un secteur marqué par de fortes disparités économiques. La proposition de loi que nous avons adoptée le 10 juin dernier comporte également des mesures indispensables pour renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs. Nous espérons évidemment voir ce travail aboutir le plus rapidement possible. Madame la ministre, votre ministère joue un rôle crucial tant sur le plan économique que sur le plan de la cohésion sociale. Le sport et l'engagement associatif ont en effet un pouvoir fédérateur unique dans notre pays. C'est pourquoi nous serons très attentifs à la manière dont vous envisagez la consolidation et l'avenir de ce secteur. Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire et après, bien sûr, nos collègues et en particulier deux rapporteurs, Jean-Jacques Lozach et Yann Chantrel, vous poseront des premières questions et je terminerai en rappelant que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Et puis, puisqu'elle est arrivée, je salue aussi Nathalie Delattre qui rejoint notre commission qu'elle connaît bien. On est heureux de la voir ici. Voilà. Madame la ministre, la parole est à vous.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Lafont, Messieurs les rapporteurs, Messieurs les sénateurs Lozach et Chantrel, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Alors d'abord, vous dire que je suis très honorée d'être auditionnée aujourd'hui. C'est la première fois que je suis auditionnée au Sénat par votre commission. Et je connais, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre propos liminaire, Monsieur le Président, votre attachement aux sujets qui ont attrait au sport, à la jeunesse et à la vie associative. Et d'ailleurs, vous avez tenu, et c'est pas toujours, enfin, c'est pas le parallèle n'est pas vrai dans l'autre chambre, à ce que le mot sport soit présent dans la dénomination de votre commission. Alors, vous le savez, le budget du ministère représente 0,3% du budget de l'État dans le projet de loi de finances 2026 tel qu'il vous est soumis à discussion. Alors c'est certes un petit budget, mais vous avez eu raison, Monsieur le Président, de rappeler que c'est un budget qui a un impact social fort, et j'ose dire aussi en matière de santé ou en matière économique. Vous avez rappelé tous les enjeux qui ont attrait au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Donc le budget tel qu'il vous est proposé aujourd'hui représente pour les 3 missions budgétaires 1,476 milliards d'euros, et j'inclus bien évidemment dedans les taxes affectées. Je sais que nous nous retrouvons sur l'importance que représente le budget du ministère, et je voudrais profiter des quelques minutes qui me sont offertes pour vous remercier le Sénat qui a effectué un travail remarquable pour défendre le budget de ce ministère l'an dernier, puisque je sais que vous avez joué dans l'augmentation de 80 millions du plafond de la taxe affectée sur les paris sportifs qui nous permet aujourd'hui encore de pouvoir faire face à de nombreuses actions. Alors comme le Premier ministre l'a dit et le rappelle, c'est un budget qui est certes perfectible, mais sur lequel, bien sûr, vous aurez le dernier mot. Il va arriver bientôt devant vous, et donc nous allons pouvoir travailler. Je profiterai également de cette audition pour vous dire quelques mots sur ma feuille de route, puisque je pense que vous attendez d'avoir des précisions, qui a été bâtie pour répondre aux besoins à la fois du monde sportif, de la jeunesse, du monde associatif, mais aussi des élus qui sont des acteurs essentiels des politiques publiques qui relèvent de mon périmètre ministériel. Pour ceux qui me connaissent ici, il y en a de nombreux. Vous savez que je suis une élue locale de longue date et je viens d'un territoire, je salue le sénateur Vial qui est du même territoire que moi, d'un territoire où le sport a une place toute particulière. Alors concernant les programmes 219 sport et 385 Jeux olympiques et paralympiques 2030. Alors bien évidemment, vous voyez que nous avons une baisse contenue des crédits sport qui s'élève, alors vous l'avez rappelé, à 6,5%, mais quand on ajoute les taxes affectées, nous sommes à moins 4,6% par rapport à 2025, soit moins 41 millions d'euros. Alors, je tiens à saluer la mobilisation de ma prédécesseur sur le poste, mais également du monde sportif et des élus, et de vous aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, puisque vous avez permis de limiter cette baisse au moment où la copie a pu être corrigée avant que le texte vous soit présenté. Depuis 2017, je tiens à rappeler tout de même que le budget a augmenté de 255 millions d'euros, soit quasiment 50%. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu regarder l'évolution de ce budget depuis 2017, et on voit quand on retire le volet olympique que le budget a bien augmenté, et donc il y a un effort qui a été produit. La baisse des moyens actuellement concerne pour l'essentiel le passeport, et notamment les conséquences du recentrage, et je pense que de nombreuses questions porteront sur ce sujet. Mais je vais déjà en dire un mot. Je m'interroge, comme vous, sur le recentrage du passeport. En tant que parlementaire, j'avais d'ailleurs écrit à ma prédécesseur sur le sujet. Aussi, j'ai d'ores et déjà demandé à ce qu'une évaluation à la fin de la campagne, vous savez que l'appel est ouvert jusqu'au 31 décembre 2025, nous puissions regarder ensemble l'impact qu'aura eu ce recentrage, notamment sur la prise de licence sur les 6-13 ans, mais aussi sur les 14 ans et plus. Au regard donc de l'évaluation, moi je suis tout à fait ouverte au fait que nous puissions revenir sur ce recentrage et davantage retravailler sur les 6-13 ans. Mais il nous faudra peut-être pour cela bouger les paramètres d'attribution du passeport. Donc c'est un travail que nous avons devant nous une fois que nous aurons des chiffres objectivant la situation. Concernant les moyens de l'Agence nationale du sport, ils sont, vous l'avez vu, stabilisés à 3 millions d'euros près, avec 396 millions d'euros, dont 240 millions d'euros de taxes affectées. Le débat parlementaire l'an passé a permis donc le rehaussement de la taxe affectée sur les paris sportifs, je l'ai évoqué, et ce plafond est bien conservé dans le projet de loi de finances 2026. Par ailleurs, vous avez vu que les moyens de la haute performance sont maintenus à 123 millions d'euros, et également je tiens à saluer la réussite des 2 plans d'équipement pour les terrains sportifs, puisque au jour où nous nous parlons, c'est 10 617 très exactement terrains sportifs qui auront été financés. Et pour vous rassurer, l'État honorera bien ses engagements sur les paiements qui sont attendus par les collectivités. Par ailleurs, donc,
Nous travaillons toujours à la mise en œuvre de la stratégie Sport Santé 2025-2030, telle qu'elle a été annoncée par ma prédécesseure en septembre, avec le financement des maisons Sport Santé, un financement de 6,5 millions d'euros qui est prévu sur le programme 219 et qui sont bien évidemment ces crédits complétés par le ministère de la Santé via les fonds d'intervention régionaux. Par ailleurs, ce sont les fonds d'intervention. Par ailleurs, il y a des nouveaux parcours coordonnés renforcés, les PCR, qui peuvent prendre en charge de l'activité physique adaptée pour prévenir l'aggravation de pathologies chroniques. Et ça, c'est contenu dans l'article 19 du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Concernant le programme 385, donc, nous ouvrons des moyens nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver dans les Alpes françaises 2030, avec 22 millions d'euros pour la Solidéo, qui concerne les études et les premiers investissements, et l'adoption du budget du COJOP, vous l'avez vu, le 20 octobre dernier, à hauteur de 2,132 milliards d'euros. Donc la ligne, l'épure budgétaire que nous étions fixés à 2 milliards d'euros est respectée, et une contribution de l'État qui est plafonnée à 362 millions d'euros, conformément au cadrage préalable qui avait été établi. Bien évidemment, nous menons les travaux avec une grande vigilance pour faire que le budget prévu soit respecté, comme cela a été le cas pour Paris 2024, puisque vous savez que nous portons l'ambition que ces Jeux soient les plus sobres de l'histoire des Jeux d'hiver, tant sur un volet écologique que sur un volet budgétaire, bien évidemment. Alors, concernant le programme 163, jeunesse et vie associative plus particulièrement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les crédits s'affichent avec une baisse de moins 26%, soit moins 221 millions d'euros. Toutefois, je tiens à rappeler que les crédits dits structurels du ministère sont, eux, préservés sur ce budget, puisque le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, est maintenu à hauteur de 68 millions d'euros et le FONGEP à hauteur de 37 millions d'euros. Nous sommes bien conscients, et je suis bien consciente des difficultés que rencontrent les associations aujourd'hui. En témoigne donc le mouvement qui a été lancé le 11 octobre dernier. Et je reçois actuellement tous les représentants du monde associatif pour échanger avec eux sur ces difficultés. Ce projet de loi de finances comporte toutefois quelque chose qui était attendu, me semble-t-il, de longue date. C'est le doublement du plafond fiscal de la niche dite Coluche, vous l'avez vu, avec un plafond donc, qui passerait de 1 000 à 2 000 euros et qui est prévu à l'article 9 du projet de loi de finances. Sur le service civique, donc, le budget aujourd'hui est affiché à hauteur de 465 millions d'euros pour un objectif de 110 000 missions, contre, je tiens à le rappeler, 135 000 missions en 2025, oui, avec à l'époque un budget de 580 millions d'euros et 150 000 missions en 2024. Donc on voit qu'on baisse sur cet objectif. C'est pourtant un dispositif qui fait l'unanimité et vous savez que nous fêtons cette année les 15 ans du service civique qui est apprécié à la fois du monde associatif mais également des collectivités qui y ont recours ou des ministères, puisque nous avons également de nombreux jeunes accueillis dans la fonction publique. Donc je suis également ouverte à étudier des pistes de nouveaux financements avec vous. Concernant les colos apprenantes, vous l'avez vu, le dispositif ne dispose plus de moyens. Toutefois, vous dire que nous sommes à la tâche pour trouver d'autres sources de financement, puisque nous avons lancé des travaux avec la CNAF pour étudier une prise en charge de ces séjours à visée éducative. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle, malheureusement, ces discussions n'ont pas encore abouti. Sur le soutien aux colonies, toujours, je tenais à vous dire, même si ce n'est pas dans nos lignes budgétaires, que le pass colo, en revanche, a été maintenu sur le programme des ministères sociaux, vous le savez. C'est 30 000 enfants qui en ont bénéficié, soit deux fois plus que l'an dernier. Et là, les lignes ne bougent pas à hauteur de 11 millions d'euros. C'est le programme 304, me dit-on, je n'avais pas le numéro. Le mentorat, quant à lui, voit une baisse des moyens de 29 millions à 24,5 millions. Enfin, un mot transverse sur les effectifs du ministère. Les effectifs du réseau déconcentré jeunesse et sport sont conservés et préservés. La DG SNU est intégrée au sein de la JEPVA depuis le 4 novembre afin de constituer une sous-direction de l'engagement à même de piloter le parcours de l'engagement citoyen pour nos jeunes. Un effort, vous l'avez vu, de réduction de 26 équivalents temps plein, soit 13 équivalents temps plein travaillés pour les conseillers sportifs est demandé, ce qui correspondrait à une partie de non-remplacement de départ en retraite. Les effectifs de l'Agence nationale du sport sont réduits de 4 équivalents temps plein, passant de 61 à 67 ETP. Et bien évidemment, j'ai une vigilance particulière à préserver les effectifs qui sont dédiés
aux échéances olympiques, Los Angeles, puis dans la foulée, les Jeux... alors, d'abord, Milano-Cortina, puis Los Angeles, puis les JO Alpes 2030. Alors, une première esquisse de ma feuille de route, d'abord en termes de calendrier, si j'ose dire, ou de premiers jalons à poser. J'ai, dans l'immédiat, identifié 3 priorités qui sont essentielles. La première, bien évidemment, c'est celle de faire adopter un budget dont je viens de vous tracer les grandes lignes et que nous allons bien évidemment travailler ensemble. La deuxième borne est celle du projet de loi olympique que vous avez voté ici au Sénat. Et d'ailleurs, je salue la qualité de vos débats puisqu'il a été quasiment adopté à l'unanimité. Il y a eu quelques abstentions, je crois, où ça a été très faible, donc c'est une quasi, voilà, ça a été une quasi-unanimité. Donc ce texte est consensuel. Donc il est inscrit pour le moment, vous l'avez vu, il est positionné la semaine du 12 janvier à l'Assemblée nationale, mais il nous faut aller très très vite puisque le compteur tourne, si j'ose dire, et donc il faut que nous puissions accélérer. Et puis enfin, troisième jalon, très important également, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, c'est la proposition de loi gouvernance du sport professionnel. Je salue bien évidemment votre travail et celui du sénateur Michel Savin sur ce texte, que vous avez également largement adopté au Sénat. Et donc je suis, pour ma part, et le gouvernement, nous sommes attachés à conserver la structure du texte telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que le piratage doit bien rester dans ce texte, que ça forme un ensemble qui est tout à fait cohérent. Il me semblait important de le préciser puisque vous avez relevé ce point, sachant que vous avez évoqué effectivement les financements et on sait aujourd'hui l'importance de la lutte contre le piratage puisqu'on estime à peu près à 290 millions d'euros les recettes qui pourraient être récupérées selon une évaluation une évaluation. Donc rapidement, la volonté, c'est d'inscrire ce texte premier trimestre 2026, puisqu'il y avait le souhait que ça soit mis en œuvre pour la saison 2026-2027. Donc là encore, le compteur tourne également. Alors, sur le fond de ma feuille de route, tout d'abord, vous dire que j'ai la volonté de favoriser une pratique sportive qui, à mon sens, doit être encore plus sûre et plus ouverte à tous. C'est bien évidemment le premier point que je veux évoquer avec vous, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. J'étais d'ailleurs présente au colloque qui a été organisé par la sénatrice Guillotin au Sénat le 31 octobre dernier. Et je réunirai prochainement les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles et qui font, je dois le dire, un travail remarquable. Donc des choses ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire. Et nous devons, je crois, être irréprochables et très ambitieux sur le sujet. Deuxièmement, je souhaite continuer de soutenir le développement du parasport. En février dernier, vous le savez, la prise en charge intégrale des fauteuils roulants sportifs est entrée en vigueur. C'est une bonne chose. Et nous allons dévoiler prochainement la nouvelle stratégie nationale sport-handicap pour 2025-2030. Alors, je tiens à saluer le travail que nous menons conjointement avec le CPSF que vous avez auditionné. Il faut absolument que nous continuions à avoir plus de lieux accessibles à la pratique. Nous comptons aujourd'hui 2300 clubs sportifs inclusifs. L'objectif est toujours le même, celui de 4000 en 2027. Donc nous avons une marge de progression assez importante à réaliser en peu de temps. Bien évidemment, comme les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous devons profiter des nouveaux Jeux d'hiver qui seront accueillis en France pour pouvoir également, sur les disciplines hivernales, conserver cette dynamique qui a été enclenchée. Enfin, je souhaite mieux travailler avec les collectivités en les associant davantage et en leur simplifiant la vie. Les collectivités, vous le savez mieux que quiconque, sont les premiers financeurs du sport et sont de précieux soutiens pour la vie associative. Alors aussi, je souhaiterais les associer davantage aux décisions que nous prenons. Nous avons par exemple confié une mission à l'Andes pour proposer des modèles de gymnase plus économes en coûts de construction, en foncier et plus sobres énergétiquement. Et ce rapport va bientôt nous être rendu. Nous avons également une réflexion à avoir sur les carences en équipement, notamment les piscines, et ça vous en êtes très conscient, et le vieillissement des équipements sportifs, mais aussi sur les colonies de vacances, par exemple, et les centres de vacances pour lesquels nous avons un bâti qui est extrêmement vieillissant, et je crois que nous avons des dispositifs à faire évoluer pour être beaucoup plus efficients. Enfin, je souhaite prioriser, en lien avec les collectivités, les politiques publiques qui doivent être conduites et mieux les articuler. Et enfin, il me semble indispensable que nous puissions avancer sur la simplification qui est tant attendue et dans de nombreux domaines, mais dans nos thématiques également. Aussi, je souhaite pouvoir avancer rapidement sur la suppression de l'obligation de vidange annuelle des piscines
dont nous parlons tous depuis fort longtemps. Et j'ai bon espoir d'aboutir, puisqu'aujourd'hui, j'ai une oreille très attentive du cabinet de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, sur ce point. Donc j'espère très prochainement pouvoir revenir devant vous avec de bonnes nouvelles sur ce point. Et puis également, la volonté d'engager davantage une réflexion sur les normes grises, qui sont très impactantes pour nos collectivités. Et ça, c'est des choses que nous devons travailler, bien évidemment, en lien avec les fédérations. Alors, en conclusion, mesdames et messieurs les sénateurs, comme vous le voyez, les sujets sont très nombreux et je suis certaine qu'ils ne manqueront pas de nourrir entre nous des discussions importantes. Le contexte politique que nous connaissons impose à chacun de prendre part à l'effort. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative n'y déroge pas, mais cet effort doit être justement réparti. Et je sais pouvoir compter sur la sagesse du Sénat pour que, dans nos échanges et nos travaux, cela puisse être le cas. Et d'une manière générale, je défends l'idée d'une stabilisation du budget du ministère, tout en regardant déjà la prochaine échéance olympique qui va devoir nous amener à remonter en charge pour préparer les Jeux olympiques et paralympiques Alpes françaises 2030. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Première question de Jean-Jacques Lozach. Bien, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour cette intervention qui précise à la fois vos orientations générales et d'autre part le débat budgétaire qui est en train de s'ouvrir. Bon, nous sommes dans une période d'instabilité politique et nous avons pour habitude de souhaiter la bienvenue au nouveau ministre. Et vous êtes donc la 4e ministre des Sports en 2 ans. Donc, bienvenue pour nos échanges d'aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui concerne notamment les membres de notre commission-là, nous sommes dans une attitude de constance, hein, c'est-à-dire que chaque année, eh bien, nous menons un combat pour que le budget de la politique sportive soit le plus ambitieux possible, quels que soient les gouvernements, quels que soient les ministres qui se succèdent, et nous continuerons à agir en ce sens. Je voulais d'abord vous demander, mais vous avez répondu partiellement, quel était le cap que vous entendiez donner à la politique sportive de notre pays. Sur donc maintenant la dimension budgétaire, bon, on sort donc de la copie de 2025, une copie de 2025 qui au départ avait été, je dirais, mal perçue, puisque de façon unanime, notre commission avait exprimé un avis défavorable. Et ensuite, dans l'hémicycle, dans la salle des séances, nous avions effectivement, à travers notamment un amendement sénatorial, corrigé le tir avec un amendement qui apportait 80 millions d'euros de recettes supplémentaires. Mais il faut dire que cette avancée-là était en grande partie grignotée quelques semaines plus tard par les gels de crédit et par les décrets ministériels. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut effectivement qu'on reparte sur une analyse comparative de loi de finances à loi de finances. Et on constate quand même que l'effort qui est demandé aujourd'hui à la politique sportive nous paraît complètement disproportionné par rapport à ce que justement le sport représente dans le budget de l'État, c'est-à-dire faire des économies sur l'une des plus petites missions budgétaires de l'État. Ça ne nous semble pas être une excellente idée. Bon. Donc on souhaite effectivement se battre au moins pour le maintien du niveau de dépenses. En effet, dans cette loi de finances 2025, ce qui est aujourd'hui véritablement touché par cette austérité budgétaire, c'est le sport pour tous. Hein, c'est le sport du quotidien, c'est le sport pour tous les âges, c'est notamment les projets sportifs fédéraux, mais surtout ce sont les clubs et les associations que nous vivons en tant que parlementaires, en tant que sénateurs sur nos territoires. Hein, il faut savoir qu'on a un recul de 203 millions d'euros sur le sport du quotidien, dans ce budget 2025 tel qu'il nous est annoncé. Alors, une question essentielle, me semble-t-il, en matière de gouvernance, je reviens sur l'ANS. Bon. Comment voyez-vous l'avenir de l'Agence nationale du sport? C'est vrai que, et cela avait été décidé dès 2019, l'année 2025, donc l'année post-olympique, devait être consacrée à un bilan, une évaluation de l'ANS après donc 5 années de fonctionnement et voire une année de réajustement. Bon, donc le débat débute véritablement maintenant et on voit qu'il y a deux positions qui, j'ose pas dire qui s'affrontent, mais en tout cas qui sont en débat, c'est-à-dire soit continuer à marcher sur les 2 pieds, hein, le sport de haut niveau et puis le développement des pratiques, soit véritablement recentrer l'ANS
sur le sport de haut niveau, voire uniquement sur la haute performance. Et donc, nous aimerions savoir quelle est votre vision sur le futur de l'ANS. Sur le budget, ce matin, Monsieur le Président de la Commission le rappelait, nous avons auditionné le mouvement sportif et parasportif. Nous partageons vraiment ces inquiétudes. Et ces inquiétudes, c'est notamment la trésorerie de l'ANS, parce que si on poursuit sur la trajectoire actuelle, on va dans le mur. On va dans le mur pour l'ANS. Le passe sport, et tout à l'heure, vous êtes engagé. Peut-être que le mot d'engagement est un petit peu fort, mais se battre sur le rétablissement, notamment pour la tranche des 6-13 ans. Donc, l'État a souhaité faire une économie de 40 millions d'euros là-dessus. Et nous, nous souhaitons effectivement revenir à la première configuration du passe sport, et notamment pour cette tranche d'âge des 6-13 ans qui ont été abandonnés. Un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même important, puisque c'est la colonne vertébrale de la politique sportive, notamment en termes de compétition, c'est la suppression des 26 postes de CTS, les conseillers techniques sportifs. Nous avons connu, il y a combien, 4 ans maintenant, 5 ans, une sérieuse polémique entre le mouvement sportif et puis le ministère des Sports. Et il ne faudrait pas effectivement que ce type de tension se renouvelle, parce que là, il s'agit des entraîneurs nationaux, il s'agit des cadres sportifs au niveau des régions, des départements. Et bien évidemment, on n'aimerait pas se retrouver dans une situation telle que nous l'avons connue 2 ans, 3 ans avant les Jeux de 2024. Le gros problème, je dirais le gros absent de ce budget, c'est la question des équipements. Bon. La question des équipements, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, il y avait jusqu'à présent des programmes spécifiques et qui ont connu beaucoup de succès. Que ce soit Horizon 2024 ou Génération 2024, ou que ce soit le programme équipement sportif, les 5000 équipements sportifs de proximité, il y avait des besoins tels que ces 2 programmes spécifiques ont connu un véritable succès, mais là, on assiste à un coup d'arrêt. Bon, un coup d'arrêt, ce qui fait que les équipements sportifs sont complètement noyés maintenant dans tous les financements de droit commun, et on pense que l'impact sera négatif pour la politique sportive, parce qu'on sait très bien qu'il faut là aussi marcher sur les 2 pieds, l'encadrement et les équipements. Enfin, 2 questions. Le grand acte de décentralisation qui a été annoncé par le Premier ministre. Dans les 7 secteurs concernés, il y a le sport. J'ai envie de vous poser la question, sur quoi le débat va porter ? Actuellement, c'est une compétence partagée en ce sens que et le département et la région peuvent intervenir. Bon, il n'est pas question, je crois, de toucher au bloc communal, mais comment vous voyez la chose en ce qui concerne cet avenir des relations entre l'État et les collectivités en matière de sport, notamment en ce qui concerne le chef de fila. Et enfin, vous avez raison de le rappeler, d'ailleurs c'est en annexe justement du bleu budgétaire, le sport est une réalité transversale, heureusement qu'il y a tout un ensemble de ministères qui interviennent dans la politique sportive. Et d'ailleurs, tout ça, c'est chiffré à 7,3 milliards d'euros. Ça fait à peu près 10 fois le budget du ministère des Sports stricto sensu. Mais je dois dire que là, on mélange un peu les carottes et les betteraves, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive à 7,3 milliards d'euros pour le sport, 80% de ce montant, ce sont les salaires des 30 000 enseignants de PS. Bon. Et puis, il y a des secteurs qui sont comptabilisés, qui sont quand même assez éloignés de la politique sportive. C'est un peu tiré par les cheveux. La vie de l'élève, l'administration pénitentiaire, la politique judiciaire de la jeunesse, la préparation et l'emploi des forces armées, etc. Bon, tout ça, c'est pas véritablement la politique sportive, quoi. Donc, on est un petit peu étonné. Mais je crois que vous avez raison de rappeler effectivement que les autres ministères participent à la politique sportive. Mais là, je trouve que c'est un petit peu aller au-delà des périmètres et qui concernent véritablement le domaine de compétences que l'on examine. Voilà, merci. Dans la foulée, Yann Chantrel. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Tout d'abord, vous l'avez vous-même mentionné dans votre propos liminaire, la principale amputation de votre budget concerne justement les crédits concernant la jeunesse et la vie associative. Et je voudrais tout d'abord revenir effectivement sur les moyens qui étaient alloués au service national universel, dont nous pouvons effectivement nous féliciter, puisque nous étions un certain nombre, je dirais pas quasi unanime, mais presque, à considérer qu'il y avait eu plusieurs années d'expérimentation qu'on peut qualifier d'infructueuses sur le SNU. Par contre, je m'interroge toutefois sur l'avenir du dispositif, parce que malgré tout, il y a des services
en parcours, le SNU serait transformé donc en parcours d'engagement citoyen piloté par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Pourriez-vous nous préciser en quoi ce nouveau projet consistera, ainsi que les moyens qui y seront dédiés, étant donné que l'ensemble de ce programme, le SNU, a été entièrement coupé. Et d'ailleurs, on peut déplorer qu'une partie de cet argent n'ait pas été en partie reventilée, parce que vous avez dit vous-même dans votre propos liminaire d'essayer de trouver des moyens supplémentaires. On aurait pu utiliser une partie de ces moyens, notamment pour le service civique, vous l'avez vous-même dit, qui a fait ses preuves, qui est très important pour l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, dans la vie tout court. Là, on tomberait finalement en dessous de 10% d'une classe d'âge, avec les objectifs qui sont affichés actuellement, qui sont de 110 000, c'était 135 000 cette année, alors que l'objectif initial était de 150 000. Donc, ça serait vraiment une décrue très, très importante. Et vous l'avez vous-même dit, la trésorerie est à l'os. Il n'y a plus d'argent dans la trésorerie. Ils peuvent tenir à peine une semaine avec la trésorerie qu'ils ont actuellement. Donc, il n'y a plus rien à ponctionner au niveau de leur trésorerie. Donc, en fait, c'est pourquoi affaiblir un dispositif qui fonctionne et qui n'a cessé de faire ses preuves. Donc, j'ai cru comprendre que vous étiez ouverte pour qu'il y ait plus de crédits. Donc, peut-on compter éventuellement sur votre soutien au sein du gouvernement pour que vous puissiez faire augmenter les crédits en la matière? Ensuite, il y a la situation du monde associatif qui traverse, comme vous le savez, une crise sans précédent. Nombreuses structures alertent sur la pérennité à très court terme de leur activité et des emplois aussi. Il y a une vague de licenciements également qui est en cours dans le milieu associatif. Dans ce contexte, envisagez-vous justement, vous en avez parlé également, d'augmenter la quote-part des sommes acquises à l'État au titre des comptes bancaires inactifs au FDVA pour 2026, puisque c'est quelque chose qui fonctionne effectivement. Donc, il serait possible d'augmenter cette quote-part. Et je voudrais aussi vous évoquer en dernier point ce qui concerne la situation du collectif Mentorat, qui est financé depuis 2021 par la Délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle sur le programme 102, puisque bien sûr le mentorat a une vocation d'insertion professionnelle qui a fait ses preuves également, qui concerne tous les départements et toutes les villes qui, quelle que soit leur tendance, qui sont satisfaites justement du mentorat. Et cette subvention s'élève à 950 000 € par an pour 2024 à 2026. C'est 80% des ressources du collectif. Alors, je sais qu'il y a eu des discussions qui ont été engagées il y a quelques mois entre votre direction et justement la direction à l'emploi et la formation professionnelle pour faire que justement votre délégation puisse être le financeur du collectif, ce qui, à mon avis, serait pertinent. Pouvez-vous nous confirmer que ce transfert sera opéré au 1er janvier 2026 et qu'il s'accompagnera bien évidemment également du transfert financier, c'est-à-dire des 950 000 € annuels du programme 102 vers le programme 163. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, on va vous laisser répondre aux questions de nos rapporteurs. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, Monsieur le rapporteur Lozach, bon, vous soulignez l'instabilité politique. Je pense que nous en sommes tous victimes, malheureusement, tant les ministres qui se succèdent que vous-même qui devez, j'ai envie de dire, recommencer dans un jour sans fin. Souhaitons-nous plus de stabilité? Je crois que nous en avons tous besoin. Alors, concernant le budget, les gels de crédit, vous l'avez rappelé, c'est vrai que dans le cadre de l'exécution budgétaire, le gouvernement était contraint de procéder à plusieurs gels de crédit pour équilibrer et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés en matière de réduction de la dépense publique. Alors, vous m'interrogez plus particulièrement sur l'avenir de l'Agence nationale du sport. Alors, vous l'avez rappelé, donc une évaluation a été demandée pour 2025 et je puis vous dire que le rapport m'a été remis tout dernièrement, puisqu'il m'a été remis fin de semaine dernière, que je suis en train d'en faire une lecture très attentive. À ce stade, aucune position n'est arrêtée. Alors, vous avez rappelé, c'est vrai, les deux positions qui peuvent s'affronter aujourd'hui. Faut-il recentrer l'ANS uniquement sur la haute performance ou faut-il conserver l'Agence nationale du sport sur ces deux objets initiaux qui étaient à la fois
la haute performance et à la fois le développement de la pratique. Je vous avouerai qu'au stade des réflexions que je mène aujourd'hui, je pense que je suis comme de nombreux élus ici, à considérer que l'ANS a parfaitement répondu à l'objectif qui lui a été assigné en matière de développement de la haute performance, mais qu'en revanche, sur ce qui concerne le volet développement de la pratique, il est plus difficile aujourd'hui de voir vraiment la plus-value qui a été apportée par l'Agence nationale du sport. Toutefois, moi je m'interroge, parce que vous le savez, c'est un GIP, et qu'aujourd'hui il me semble que les potentialités offertes par ce statut n'ont pas été complètement explorées jusqu'au bout, puisque vous le savez, dans le budget de l'ANS aujourd'hui, vous avez 2,1 millions seulement de ressources extérieures, et il me semble que par les temps budgétaires que nous connaissons, le GIP aurait vocation à aller chercher davantage de financement extérieur pour pouvoir contribuer au développement de la pratique. On le voit sur de nombreux territoires aujourd'hui, vous avez des partenariats publics-privés qui se développent sur le financement de certains équipements sportifs, vous avez du mécénat qui se met en place également sur le financement d'équipements sportifs, vous avez de la recherche de subventions européennes notamment qui se fait dans le cadre de consortiums où vous avez à la fois du public et du privé, et donc il me semble que le vecteur GIP peut être le bon vecteur pour recevoir cela. Donc à ce stade, nous n'avons pas arrêté de décision, mais en tout cas, voilà, moi je m'interroge sur le fait, soit de recentrer l'ANS uniquement sur la haute performance, soit si nous conservons les deux volets de l'ANS, il faudra bien que nous développions le volet développement de la pratique, et les élus locaux aujourd'hui le savent, souvent on a une perception un peu distante de l'ANS que l'on voit davantage comme un guichet que pour les autres actions qui sont faites sur le terrain. Et pour autant, il y en a. Donc je crois qu'on a aussi ce travail à faire pour faire savoir ce que l'ANS fait en matière de développement de la pratique. En tout cas, moi je tiens à saluer le travail qui est fait par les équipes. Elles n'ont pas failli toutes ces dernières années. Ils ont eu de bons résultats. Et donc j'ai envie de dire que la feuille de route est devant nous. À ce stade, pas de position arrêtée. En revanche, je m'interroge sur le développement de la pratique et sur le fait peut-être de nourrir davantage ce GIP qui est un outil dont nous devons, je pense, nous saisir. Vous avez signalé la trésorerie de l'ANS. Oui, il y a une tension aujourd'hui sur la trésorerie de l'ANS qui appelle donc à une vigilance de notre part aussi. Et c'est pour cela notamment que dans mon propos liminaire, je vous disais qu'en revanche, sur le financement des équipements sportifs, nous serons au rendez-vous des collectivités qui aujourd'hui attendent leur règlement. Sur le passeport, alors je l'ai dit, moi je souhaiterais que, mais j'attends d'avoir une vision objectivée de la situation. Hein. Je veux être sûre de voir l'impact de ce recentrage. Oui, je suis prête à ce que l'on regarde ensemble pour revenir sur les 6-13 ans. Les premiers éléments qui me remontent, c'est-à-dire les premiers chiffres qui sont arrivés, donc j'ai eu le mois de septembre et j'ai eu jusqu'à mi-octobre pour l'instant. Donc c'est encore un peu trop tôt pour se positionner, mais montrent que les prises de licence 14 ans et plus n'ont que très faiblement évolué. Donc ce qui veut dire que déjà il n'y a pas eu d'impact, même si on a mis 20 € de plus sur le passeport, sur les 14 ans et plus. Et en revanche, les premières remontées que j'ai de la part des fédérations sportives tendent à me dire qu'il y a une inquiétude sur les 6-13 ans, où là, les chiffres s'effondrent. J'ai vu le président de la Fédération française de foot, pour ne pas le citer, il y a quelques jours, dans mon bureau, il me disait, pour le foot, c'est spectaculaire, la chute. Donc c'est pour ça que, oui, je pense qu'il va falloir que nous regardions à revenir en arrière. On sait aussi que c'est sur les 6-13 ans que l'habitude du sport, que la pratique commence à se prendre, et que c'est très important pour la poursuite du sport plus tard. Mais vous connaissez cela mieux que moi. Et donc, il faudra que nous réfléchissions, effectivement, à remettre un dispositif différent de celui qui a été décidé. Ça a été décidé pour des raisons budgétaires, hein, on se le dit. Et par contre, moi, je souhaite qu'on, dans l'enveloppe constante aujourd'hui, on regarde les paramètres. Moi, je m'interroge aujourd'hui sur le fait, par exemple, d'aller travailler sur le quotient familial. Il faut que nous regardions pour que, je pense, l'aide soit la plus efficace possible à destination des publics qui en ont le plus besoin. Vous m'interrogez ensuite sur les CTS, les 26 postes de CTS. Donc, je vous rappelle, mais vous le savez, que sur les 1442 postes actuels, donc nous en avons 689 qui sont mis à disposition des fédérations. Ces postes feront bien évidemment une attention toute particulière de ma part, notamment sur les postes d'entraîneurs, puisque c'est là où, si on veut se donner les moyens d'aller sur la haute performance et d'avoir des résultats sportifs, il faut que nous soyons attentifs là-dessus. Donc là encore, d'une manière très pragmatique, j'ai demandé à voir où sont aujourd'hui les postes, les départs en retraite prévus, et je travaille en lien avec les fédérations pour voir où on peut ne pas remplacer des postes pour ne pas trop, j'ai envie de dire, perturber les choses et assurer d'avoir une continuité du service et une qualité de service. Et également, j'ai demandé à l'administration centrale de pouvoir faire un effort partagé afin de limiter l'effort qui pèserait sur les seuls CTS. Sur les équipements sportifs,
Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, la copie budgétaire n'ouvre pas d'autorisation d'engagement, mais il y avait 2 plans, et ces 2 plans ont été terminés, et les objectifs ont été remplis. 2 fois 5 000, et on termine à 10 617. Donc, là encore, les plans sont terminés, on évalue, et à ce moment-là, on peut se repencher sur une copie pour aller chercher des nouvelles ressources pour d'autres plans. Je pense notamment à la natation aujourd'hui, puisque vous savez qu'on a encore territorialement une fragilité et des carences dans de nombreuses zones géographiques sur la natation. Peut-être nous faudra-t-il mettre en œuvre un plan spécifique sur les piscines, par exemple, avec des nouveaux dispositifs que vous connaissez très bien, comme les piscines mobiles pour la ruralité, qui peuvent être des financements, des investissements que nous pourrions porter. Je porte tout de même à votre connaissance que nous avons 2 fois 10 millions d'enveloppes sur des équipements dits innovants que nous pourrons encore mobiliser. Mais ça, une fois de plus, c'est le travail que vous allez devoir faire en tant que parlementaire pour voir si vous souhaitez faire évoluer la copie aussi en termes de financement de nos équipements sportifs. Autre réflexion, vous le savez, et j'ai entendu la position de plusieurs sénateurs sur le sujet, le gouvernement réfléchit actuellement au fait de fusionner dans une enveloppe unique les crédits d'investissement aux collectivités territoriales. On a eu l'occasion d'échanger ensemble. Moi, j'étais rapporteur du budget RCT à l'Assemblée nationale jusqu'à il y a encore quelques semaines, avec cette idée de mettre, pour faciliter et pour simplifier la vie des collectivités, d'avoir un guichet d'entrée unique pour à la fois des ETR, des CIL, fonds verts, et pourquoi pas les aides aux équipements sportifs. J'ai entendu la crainte qui a été exprimée par le Sénat, notamment sur la DETR, pour dire attention à ne pas justement déstabiliser les équipements en milieu rural. Mais c'est une réflexion qui est en cours actuellement, pour laquelle moi, à ce stade, je n'ai pas de position arrêtée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si les choses devaient arriver, on devait mettre une enveloppe dédiée à l'investissement des structures sportives, je crois qu'il faudrait qu'on ait le même système que pour la culture, avec des objectifs assignés à chaque préfet, où l'on retrouve bien nos petits au final, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que si on met une enveloppe, l'idée, c'est pas qu'elle aille financer autre chose, mais qu'elle reste bien dédiée aux infrastructures sportives. Mais à ce stade, rien n'est arrêté, et encore une fois, c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Et enfin, sur le grand acte de décentralisation, alors effectivement, le Premier ministre nous a demandé de remonter une proposition en matière de décentralisation. Alors, je dois vous avouer qu'en ce qui concerne les missions remplies par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative, je n'ai pas remonté grand-chose, puisque vous l'avez rappelé, on est en tout cas pour le sport sur une compétence qui est complètement partagée, et pour laquelle les missions, en tout cas, qui sont aujourd'hui réalisées par le ministère sont des missions extrêmement importantes. Sécurité des pratiquants, respect des règles. Voilà, donc c'est difficilement décentralisable. En revanche, j'ai plutôt parlé de différenciation dans la note que j'ai remontée, puisqu'aujourd'hui, on le sait, par exemple, sur certains CREPS, on a des volontés, je pense aux CREPS de Vichy, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, où le bloc communal souhaiterait pouvoir rentrer au sein de l'établissement. Et je crois que là où ça fonctionne, où on a des volontés sur les territoires, il faut pouvoir laisser au territoire la possibilité de s'organiser. Voilà. Donc, sur le chef de fila, moi, j'ai toujours été un peu précautionneuse sur les questions de chef de fila. Vous voyez, précédemment, j'étais sur un autre portefeuille ministériel, au tourisme, qui est aussi une compétence partagée, et sur laquelle je défendais que là où ça fonctionne territorialement, c'est pas la peine d'aller inventer un chef de fila quand ça fonctionne bien. Voilà. Alors, monsieur, j'espère avoir répondu à vos questions. Monsieur le rapporteur Chantrel, alors vous m'interrogez sur la non-utilisation des crédits du SNU. Là, encore une fois, c'est des contraintes budgétaires qui ont conduit au fait de ne pas pouvoir remobiliser les crédits du SNU. En revanche, sur les effectifs sur lesquels vous m'interrogez également, je tiens à vous répondre. Alors, je l'ai dit dans mon propos liminaire, la DGSNU est intégrée aujourd'hui au sein de la DGEVA, au sein du ministère, pour créer effectivement une sous-direction de l'engagement, puisque je porte l'ambition que le ministère puisse être aujourd'hui le ministère de l'engagement de la jeunesse. Et donc, avec la mise en extinction progressive du SNU, nous avons une autre forme d'engagement à réfléchir, et ça, c'est un travail qui est devant nous. Et puis, vous dire aussi que les autres effectifs déconcentrés du SNU sont conservés également au sein du ministère. Et ça, c'est important, puisque ça va nous permettre de les redéployer également sur nos services déconcentrés, notamment pour
renforcer les équipes, mais aussi dans le cadre notamment de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de la lutte contre l'entrisme, d'avoir davantage de contrôles qui puissent se faire sur le terrain. Donc renforcement des équipes pédagogiques, renforcement des contrôles, et ça je crois que c'est extrêmement important aussi. Sur l'agence du service civique, alors là encore, pourquoi avoir fait ce choix? C'est un choix budgétaire, malheureusement. Je vous l'ai dit, c'est pour ça que moi je souhaite que nous puissions ensemble travailler à améliorer la copie budgétaire, avec une ambition qui est la mienne aujourd'hui, c'est que nous puissions tendre le plus possible vers 10% d'une classe d'âge qui pourrait être engagée sur un service civique. J'entends beaucoup de choses sur le service civique, parfois très décriées, parfois très appréciées. Moi je juge que c'est une bonne politique qui a fait ses preuves. Aujourd'hui on a des services civiques qui sont engagés partout, que ce soit auprès de nos aînés au sein d'ADMR, que ce soit au sein de nos institutions et de la fonction publique. Donc je crois que c'est une politique qui mérite que nous continuions à la soutenir. Et donc la discussion budgétaire, je pense, va nous occuper beaucoup sur ce point. Sur les comptes bancaires inactifs pour la quote-part au sein du FDVA, là encore, j'ai envie de dire que c'est soumis à l'arbitrage du Parlement. Aujourd'hui, on prélève 40%. Ça représente 35 millions d'euros. Dans la copie. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de demande significative, en tout cas pour faire bouger le FDVA. À ce stade, j'ai pas de demande très significative. Sur le programme 102 mentorat concernant donc la CPO avec les 950 000 euros, cela ne bouge pas. Le transfert n'est pas acté pour le moment, donc ça reste bien à l'emploi et l'enveloppe sera présente. Voilà, on continue. Je vais prendre l'ensemble des questions en commençant par celle de Claude Kern. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour vos propos liminaires. Alors, par l'attribution des Jeux d'hiver de 2030 s'ouvre une nouvelle phase olympique. Ce projet, qui a été initié par des collectivités territoriales, a été en concertation avec l'État. Alors, après une mise en place retardée l'an dernier, le COJOP et la Solidéo se sont enfin mis en marche et souhaitons que les Jeux de Milan-Cortina en février vont véritablement lancer le projet français. S'agissant du projet de loi JOP 2030, qui a été adopté au Sénat en juin, vous l'avez dit, son adoption devient relativement urgente à l'Assemblée nationale. Afin de lancer justement les travaux et tenir les délais, souhaitons que la date que vous avez annoncée du 12 janvier soit respectée, parce qu'aujourd'hui, le temps presse. Quelles sont, selon vous, les priorités des prochains mois ? Quels enseignements tirez-vous du récent rapport de la Cour des comptes au Parlement sur les JOP 2024 dans l'organisation des JOP 2030 ? Je pense notamment aux recommandations relatives à l'anticipation des dépenses de sécurisation, à l'encadrement et à la valorisation du bénévolat, au fonctionnement de la gouvernance des Jeux initiés par deux grandes collectivités, ce qui constitue d'ailleurs une particularité par rapport à Paris 2024. Ensuite, sur un tout autre sujet, en ce qui concerne les hospitalités, vous savez très bien que beaucoup de clubs ne peuvent plus fonctionner si les hospitalités ne se remplissent pas. Or, aujourd'hui, il est question de s'attaquer à ces hospitalités. Moi, je préfère plutôt que vous nous donniez votre position quant à un éventuel relèvement du plafond dans le cadre du PLFSS pour participer ainsi au développement du sport. Et enfin, quid de la baisse du fonctionnement des missions locales? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que ça va avoir un impact significatif sur la politique de la jeunesse. Mathilde Olivier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, 2 ans après les Jeux de Paris 2024 censés marquer un tournant pour la démocratisation du sport, le budget que vous présentez tourne pour nous le dos à cet héritage, le sport du quotidien, celui qui construit la santé, la solidarité, la citoyenneté est sacrifié. Comment justifier une baisse de 50% des moyens dédiés à la promotion du sport pour toutes et tous? Comment accepter la fin du plan 5000 équipements, alors que piscines et gymnases ferment faute d'entretien? Sur la suppression du passeport pour les 6-13 ans, qui est aussi pour nous un contresens, elle pénalisera
les familles modestes, aggravera la sédentarité des jeunes, pourtant grande cause nationale. C'est en plus une coupe sèche, puisqu'aucun projet de remplacement n'est proposé. Cela acte donc que la priorité n'est pas à l'accès à la pratique sportive pour toutes. Alors, pour toutes et tous, vous semblez partager notre inquiétude sur le pass sport. Alors, quelles sont ici vos pistes de remplacement ou pour le rétablissement du pass sport? Pendant ce temps, les crédits augmentent pour les Jeux d'hiver 2030. Oui, la France peut accueillir de grands événements, mais pas au détriment des clubs, bénévoles et éducateurs qui font vivre le sport sur nos territoires. Madame la ministre, où est passée la promesse de l'héritage olympique? Comment évaluez-vous l'héritage pour la pratique sportive? Nous attendons un rééquilibrage clair en faveur du sport pour toutes et tous. Et puis, je souhaitais revenir sur les difficultés du monde associatif. Vous m'avez répondu lors des questions au gouvernement la semaine dernière, mais je reste particulièrement inquiète, notamment sur le sujet des départs en vacances des jeunes. Les associations d'éducation populaire jouent un rôle essentiel pour garantir le droit aux vacances des enfants. Ce budget 2026 affaiblit ce droit. Le dispositif d'écolo apprenante qui avait permis à plus de 400 000 enfants de bénéficier d'un séjour entre 2020 et 2024 disparaît sans solution de remplacement. Je me rappelle l'année dernière des échanges avec votre prédécesseuse qui se félicitait du succès des écolos apprenantes. Pourquoi donc les supprimer cette année? Cette situation, elle est extrêmement préoccupante puisque l'on sait qu'environ 38% des enfants ne partent pas en vacances chaque année. Privés de ce soutien, de nombreuses associations tirent la sonnette d'alarme et risquent de renoncer à organiser des séjours, laissant sur le bord du chemin les familles les plus modestes et creusant encore les inégalités d'accès aux loisirs, à la culture et à l'émancipation. Comment, Madame la Ministre, justifier que l'État renonce à garantir à chaque enfant le droit fondamental à partir en vacances? Merci. Stéphane Piednoir. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai la lourde tâche de porter la parole de mon groupe en l'absence de Michel Savin qui nous regarde, qui nous écoute attentivement, mais il ne pouvait pas être présent parmi nous cet après-midi. Je vais m'associer évidemment aux regrets qui ont été formulés précédemment, notamment par le rapporteur sur le programme sport, avec des crédits proposés pour 2026 qui marquent une nouvelle baisse significative, ça a été dit, après une loi de finances 2025 qui était déjà fortement dégradée, en dépit d'un amendement, ça a été dit, de 80 millions, qui avait été d'ailleurs défendu par Michel Savin lui-même. Diminution qui est conjuguée à l'abandon ou à la fin de, vous l'avez dit, de projets d'équipement, de plans d'équipement, à l'absence de crédits dédiés aux infrastructures structurantes. Et tout cela envoie, me semble-t-il, un signal préoccupant, celui d'un désengagement global de l'État sur la politique du financement des équipements sportifs. Pourtant, 75% de ces équipements ont plus de 20 ans, sont dans un état que les collectivités locales ne peuvent pas se permettre de reprendre à leur compte. Et je pense en particulier aux piscines. C'est un sujet qui a été évoqué déjà plusieurs fois. Tout le monde connaît l'état, la vétusté, le coût de fonctionnement, le déficit d'infrastructures qui compromettent d'ailleurs la généralisation du savoir nager, qui est pourtant un impératif du Code de l'éducation, une obligation de l'État. Comment, Madame la Ministre, le gouvernement entend-il garantir l'accès de tous à l'apprentissage du savoir nager sans infrastructure adaptée, à proximité évidemment des écoles? Est-il envisagé de lancer un plan national pluriannuel? Sur l'Agence nationale du sport, on peut regarder la trésorerie, effectivement, 50 millions d'euros, à moins de 50 millions fin 2025, alors que le reste à payer attend plus de 130 millions d'euros. Je pense que tout le monde voit très clairement qu'on est face à quelque chose d'insurmontable, sauf à dire que cette agence le fonctionnement de cette agence doit se terminer. Le cofinancement entre l'État, les collectivités, le secteur privé n'a jamais réellement trouvé son équilibre. Les collectivités ne peuvent y contribuer à la hauteur attendue et le financement privé reste à ce jour quasiment nul ou insuffisant. Nous portons pour notre part une proposition d'une organisation à l'échelle départementale, plus proche des élus locaux, des besoins des territoires, en intégrant bien sûr les services de l'État, le département, la région, les intercos, les acteurs du sport. Quelle est votre position sur le fonctionnement, le devenir, bien sûr, je parlais des finances, mais aussi le fonctionnement de l'Agence nationale du sport?
Et puis, de nombreuses communes craignent que le financement des équipements soit désormais intégré au FIT, au Fonds d'investissement des territoires, sans moyens supplémentaires. Pouvez-vous les rassurer sur ce point ? Les deux textes importants à voter ici au Sénat, vous l'avez mentionné pour le sport, la proposition de loi sur le respect de la laïcité dans le sport et celle relative à l'organisation et à la gestion et au financement du sport professionnel ont fait l'objet d'un assez large consensus. Ils ont été en tout cas adoptés à une large majorité au Sénat, mais ils sont attendus de pied ferme, si je puis dire, s'agissant des principes de laïcité, mais aussi les clubs et les diffuseurs dans la lutte contre le piratage. Pouvez-vous nous indiquer si les deux textes seront prochainement inscrits à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale? Et dernier point plus pratico-pratique qui n'est pas budgétaire, je voudrais revenir sur la pratique sportive en compétition, de la course à pied en particulier, qui me tient à cœur, tout le monde le sait. Ça se développe quand même depuis quelques années à un rythme très soutenu. Les inscriptions aux différentes compétitions sont closes plusieurs mois à l'avance, avant la date de l'épreuve. Cette croissance est, semble-t-il, fortement corrélée avec la demande simple du parcours santé, du fameux PPS en lieu et place du certificat médical qui se pratiquait précédemment. Pensez-vous qu'il faut revenir à ce certificat médical ou en tout cas à un contrôle médical plus strict pour éviter des drames comme ce dimanche lors du marathon Nice-Cannes où un décès a malheureusement été constaté? Je vous remercie. Karine Daniel. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi j'aimerais revenir sur la situation d'urgence financière et de danger dans lequel sont les associations. D'ailleurs, de nombreux bénévoles salariés étaient dans la rue le 11 octobre dernier pour manifester leur soutien au monde associatif et pour tirer la sonnette d'alarme. Quelques chiffres pour rappeler l'ampleur du mouvement associatif. 700 000 associations membres du mouvement associatif, 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés, des actions pour 67 millions de Françaises et de Français, santé, sport, éducation, culture, droit, solidarité, inclusion. Ces associations luttent contre la précarité, l'isolement, le handicap, les violences faites aux femmes. Elles soutiennent 2,4 millions de personnes via l'aide alimentaire, alors que 2159 enfants, dont 503 de moins de 3 ans, dorment encore à la rue et que la pauvreté explose, notamment chez nos aînés. Dans ce contexte budgétaire dégradé, comme jamais depuis 15 ans, le monde associatif est fragilisé. Il subit des baisses de crédits récurrentes, des coupes annoncées dans plusieurs secteurs, vie associative, mais dans leur secteur de prédilection aussi, et d'action, des diminutions de budget des collectivités territoriales, et la situation n'est pas rassurante dans les perspectives qui nous sont données, voire des pertes pures et simples de subventions, comme c'est le cas pour certaines régions ou collectivités. Résultat, un quart des associations de solidarité sont menacées de disparition, disposant de moins de 2 mois de trésorerie pour fonctionner. Le secteur le plus touché est celui du social et du médico-social, aide alimentaire, hébergement d'urgence, protection de l'enfance, accompagnement du handicap et droits des femmes. Donc les associations, et notamment dans ce secteur, subissent aussi une crise du travail social et ça les affaiblit jour après jour. Donc dans ce contexte, les chiffres sont les suivants. 58% des associations ont une visibilité inférieure à 12 mois sur leur financement. 50% subissent des retards récurrents de versement de fonds publics. 24% disposent de moins de 2 mois de liquidité, et ce sont les acteurs de la solidarité qui nous le disent. Je tiens à évoquer par exemple la situation du SIDEF ou des SIDEF qui sont lourdement touchés par les coupes budgétaires. Et vous parliez tout à l'heure des enjeux autour du droit des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, on voit que par ces coupes, et elles sont singulièrement touchées, ces associations doivent baisser leurs interventions, notamment dans les zones où il y a le moins de services publics, les zones rurales, les quartiers. Et ça, c'est pour nous une très grande préoccupation. Donc, dans ce contexte-là, vous vous doutez bien que la baisse que vous nous annoncez sur la vie associative nous préoccupe tous.
et toutes, quel message souhaitez-vous donner au mouvement associatif à travers ces perspectives budgétaires? Quels signaux et quelles autres formes de mobilisation pouvez-vous nous donner et quelles assurances pouvez-vous nous donner dans ce domaine, sachant, et c'est aussi un autre motif de préoccupation, que plus la puissance publique s'affaiblit dans le secteur associatif et aussi culturel, plus ça laisse de l'espace à d'autres formes de financement, des fonds privés. Vous parliez tout à l'heure d'entrisme, on le voit aussi dans le secteur associatif. Pierre-Antoine Lévy. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, j'aimerais bien revenir sur le service civique, pour lequel j'ai une tendresse particulière, puisqu'il a été créé par Yvon Collin il y a 15 ans, qui était sénateur de mon département. Et donc, comme vous l'avez dit, le budget alloué à ce dispositif passerait de 580 millions d'euros en 2025 à 465 millions d'euros en 2026, soit une baisse de 115 millions d'euros, obligeant à supprimer 40 000 places. Concrètement, cela signifie passer de 150 000 places accueillis en 2025, 150 000 jeunes accueillis en 2025 à seulement 110 000 en 2026. Cette réduction intervient dans un contexte particulièrement inadéquat, alors que les indicateurs de pauvreté et de mal-être des jeunes sont plus qu'inquiétants et que la santé mentale des jeunes a été déclarée grande cause nationale 2025. La suppression de 40 000 places de service civique en 2026 serait très dommageable pour notre jeunesse. De plus, ça a été rappelé avec la disparition du service national universel, le service civique devient mécaniquement le principal dispositif d'engagement et d'insertion pour les jeunes. Permettez-moi de vous rappeler l'importance de ce dispositif depuis sa création en 2010. Plus de 875 000 jeunes se sont engagés au service de l'intérêt général. Le service civique comprenait en 2024 autant de demandeurs d'emploi que d'étudiants ou d'inactifs, dont 30% de jeunes originaires de territoires ruraux et 15% de quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est donc un véritable outil de mixité sociale et de cohésion nationale. Surtout, l'impact sur l'insertion est avéré. Un an après leur mission, 3/4 des jeunes sont soit en emploi, soit en formation qualifiante. Le service civique leur redonne confiance en eux et en l'avenir. Dans un contexte de crise de santé mentale des jeunes, c'est donc un levier essentiel. J'ai donc plusieurs questions à vous poser. Comment pouvez-vous justifier, alors bien sûr, vous nous avez dit que c'était pour des réductions budgétaires, mais cette baisse drastique de 20% alors que la demande des jeunes reste très forte et que les besoins d'insertion n'ont jamais été aussi importants? Avec la disparition du SNU, le service civique ne devrait-il pas au contraire être renforcé comme dispositif d'engagement de jeunesse? Enfin, quelles garanties apportez-vous pour éviter qu'en cas de loi spéciale en janvier, les contrats de service civique ne soient à nouveau gelés comme cela s'est produit début 2025? Et enfin, acceptez-vous de réexaminer cette trajectoire budgétaire pour revenir au moins au niveau de 580 millions d'euros prévus initialement pour 2025? Je vous remercie. Adelziane. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi aussi de vous féliciter pour votre nomination. Ça a été dit, 4 ministres en 2 ans, mais 3 femmes qui viennent rejoindre les 2 présidentes des comités que nous avons ce matin auditionnés. Et donc, soutenu par toutes les sénatrices et par les sénateurs, vous aurez un pack pour vous aider à obtenir les crédits nécessaires à cette politique sportive. Alors justement, un domaine sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est le domaine sport-santé, parce qu'il se trouve que je suis d'un territoire scientifique, que j'aime le sport, et le hasard du calendrier fait que demain, sous la présidence bienveillante, intéressée, voire partisane du président Stéphane Piednoir, je présenterai le rapport Sciences-Sport à l'OPEX. Et évidemment, on verra le lien entre les 2 thématiques. Or, un des aspects importants est l'aspect sport-santé. Et j'ai sur mon territoire des inquiétudes sur notamment la maison sport-santé de Saclay, qui est pourtant une université de renom, qui risque de fermer faute de difficultés financières. Le club aussi Omnisport des Ulysses, qui est confronté à la suppression immédiate du dispositif, à l'emploi France Travail, qui fait que l'emploi CDI sur sport-santé aussi n'a pas pu être recruté. Et donc on voit qu'il y a des vraies questions qui se posent. Et donc j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis sur comment orienter les choses, et notamment la question du sport sur ordonnance. Sur l'ANS, vous l'avez déjà abordé. Un aspect qui pourrait être intéressant, effectivement, soit l'ANS finit de se spécialiser totalement sur le sport de haut niveau, donc il faudra peut-être changer le nom, ce sera peut-être l'ANS HN, ou soit il peut y avoir un intérêt de peut-être lier les résultats sportifs avec la pratique des clubs et des gens sur le territoire au quotidien, et qui permettrait de tirer bénéfice de toutes les avancées qu'il y a au moment du sport de haut niveau. Et donc, il serait une mission particulière.
Enfin, sur les équipements publics, alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit donc l'excellent président de l'OPEC, Stéphane Pénoir, sur les équipements publics en général. T'as vu ça, hein? T'as vu comment je prépare le... C'est enregistré, donc ça veut dire qu'il y a des témoins. Et donc, notamment sur les piscines, puisqu'il est prévu alors une somme de 20 millions d'euros pour aider à développer des piscines, 20 millions d'euros. Quand on connaît le coût d'une piscine en investissement, ça va être des petits bassins, donc voire des pataugeoires. Et donc, moi-même qui ai été pendant 16 ans maire de la commune d'Orsay, qui a une grande piscine, et qui a des difficultés à trouver les financements pour les rénover, on arrive à un moment où il y a énormément d'équipements qui sont vieillissants, qui sont en train de fermer. Sur le territoire de l'Essonne et du plateau de Saclay, c'est 2 piscines qui ont fermé en 3 ans. Et donc, il y a un vrai sujet. Alors, il ne s'agit pas tant de prévoir les futurs Léo Marchand, parce qu'hélas, ils s'entraînent souvent dans des piscines sur un autre continent, mais de pouvoir initier les jeunes à la natation, d'abord pour des raisons de sécurité, le cas échéant, pourquoi pas de résultats sportifs. Et c'est vrai que tout ce qui est annoncé sur les financements, les fusions de financement, n'est pas pour assurer les élus locaux. Et donc là au-dessus, j'aimerais bien vous entendre un petit peu plus précisément sur l'opération piscine. Béatrice Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors beaucoup de choses ont déjà été dites, mais moi je voulais revenir un petit peu comme l'a fait Karine tout à l'heure sur le bilan des associations qui n'est quand même pas très florissant, puisque 70% des associations employeuses déclarent prendre sur leur fonds propres, qui sont fragiles ou nuls. 30% ont une trésorerie de moins de 3 mois et pour 5% d'entre eux n'ont aucun mois d'exploitation. Et enfin, une association employeuse sur 2 déclare avoir vu des financements publics diminuer. Et pour une association sur 4 déclare diminuer ses activités. Donc on aura près de 40% des associations qui vont réduire leur masse salariale, alors que ça représente 10% de l'emploi privé en France. Et 9% des associations annoncent des suppressions d'emplois, des licenciements ou des plans de sauvegarde, ce qui fait quand même une situation très précaire. Et il est vrai que la suppression des colos apprenantes, qui était quand même un dispositif important sur le plan social et sur le plan rattrapage scolaire, mais aussi cohésion et mixité, je ne comprends pas pourquoi elles sont supprimées. La réduction de l'enveloppe du service civique, ça a longtemps été expliqué par Pierre-Henri, mais c'est vrai que pourquoi pas reprendre les millions d'euros qui étaient au SNU. Alors j'ai bien entendu ce que vous aviez dit. Vous nous avez dit que c'était plutôt pour faire la formation, utiliser la formation et davantage de contrôle. Mais est-ce que réellement... non, c'était un peu ça. Oui, au niveau personnel. Mais est-ce que là, on n'est plus pour les enfants? Moi, je pense qu'on pourrait peut-être travailler plus pour qu'il y ait plus éventuellement d'enfants ou de services civiques qui profitent de cet argent. Voilà, c'est plutôt ma position. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est la réintroduction de la taxe d'apprentissage pour les acteurs non lucratifs. Et là, on a des associations qui vont donc avoir un coût global qu'il va falloir supporter. Et Dieu sait que leur budget ne le permet pas. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de choses comme la baisse des contrats aidés, qui déjà dans le système économique est problématique, la diminution des subventions des collectivités parce qu'elles aussi sont exemptes, donc évidemment les subventions sont moins importantes, qui fait que ce monde associatif souffre. Et je crois que si on fait basculer ce monde associatif, on perd toute cette cohésion, ce tissage territorial qui est important, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan culturel, sur le plan social dont tu parlais, Karine. Et il me semble qu'avant de faire des coupes sombres, il faut vraiment réfléchir aux conséquences que ça va entraîner. Merci. Colombe Brossel. Merci beaucoup. Et je vais me trouver dans le sillage des interventions précédentes. Et je vous prie par avance de m'excuser, Madame la Ministre, je devrais filer à 18h30. Donc si jamais vos réponses arrivaient après, je sais que mes camarades du groupe socialiste en prendront bonne note, mais manifestement aussi de l'autre côté de la salle. Moi, je voudrais, dans cette lignée, revenir sur 2 points qui me paraissent importants. D'abord, sur la question du service civique. On parle évidemment de millions, ils sont en baisse dans le PLF, mais on parle aussi et surtout de nombre de jeunes dans des parcours de service civique. Et en fait, quand on regarde attentivement, alors je ne reviens pas sur la question des flux et des stocks, on y avait passé beaucoup de temps l'année dernière en commission, je crois que c'est à peu près clair maintenant pour tout le monde. Si on regarde aujourd'hui le nombre de jeunes qui sont déjà engagés dans un parcours de service civique,
En janvier, ils seront 51 000. Et donc, en fait, on n'aura que 60 000 entrées en 2026. C'est dramatique, ça veut dire qu'on va revenir au niveau de 2016. C'est une régression absolument incroyable d'arriver à revenir 10 ans en arrière sur le service civique, alors qu'on va célébrer son 15e anniversaire et qu'on a, je crois, et vous l'avez entendu dans cette salle, un avis relativement convergent sur l'utilité de ce dispositif. Franchement, il n'y a pas beaucoup de dispositifs dans ce pays pour lesquels on nous propose, on nous dit que le bilan est favorable et qu'on va revenir 10 ans en arrière. Et donc je me permets vraiment d'insister, au-delà des chiffres qui étaient donnés par mes collègues, c'est vraiment une régression absolument spectaculaire. Et c'est une régression par ailleurs qui va toucher l'ensemble du territoire. Parce que après les épisodes de l'année dernière, je ne reviens pas dessus, ça a été fatigant pour tout le monde. Enfin, on est arrivé à dégeler une partie du surgel. On vit quand même dans un beau pays. Mais à la fin, ils ont quand même dû sacrifier un certain nombre de postes. Ils ont fait le choix, et je pense qu'ils ont eu raison. Ils ne nous ont pas demandé notre avis à nous parlementaires, mais ils ont eu raison de cibler les gros contributeurs et pas l'ensemble du tissu associatif qui irrigue nos territoires. Et Béatrice Gosselin y faisait justement allusion. Il y a un acteur qui a payé plein pot, c'est l'éducation nationale. Et il se trouve que nous traitons par ailleurs des questions d'éducation dans cette commission. Ils ont divisé par 2 le nombre de services civiques accueillis comme au titre des contributions services publics. C'est la moitié. Et c'est en zone rurale qu'on a vu disparaître des postes de service public au sein de l'éducation nationale. C'est pas ailleurs. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup en termes d'impact. Mais là, ils n'arriveront pas à tenir en ne touchant pas au reste des autres structures. Ils ne pourront pas rester en touchant uniquement les grosses structures. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un impact dans tout le territoire sur un dispositif dont manifestement tout le monde s'accorde à dire qu'il est utile et qu'il fonctionne. Donc je me permets vraiment d'insister là-dessus. Et je termine d'un mini-mot sur le mentorat. On appelle ça comme on veut, le mentorat, l'accompagnement individualisé, l'accompagnement de publics spécifiques qui ne sont en ruralité, quartier politique de la ville, les filles et les jeunes femmes, ça marche. Et là aussi, on ne peut pas se permettre d'avoir des dispositifs qui, en termes d'insertion éducative, de lien avec la famille, on ne peut pas se permettre d'avoir des dispositifs qui fonctionnent et qui soient revus à la baisse. Cédric Vial. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vais être assez court puisque beaucoup de choses ont été dites et je vais peut-être juste compléter la question de mon collègue Lévy et Colombe-Brossel sur les gels de crédit et notamment sur le service civique. On a annoncé, donc c'était 580 millions d'euros annoncés l'année dernière au PLF, sauf qu'il y a eu 77 millions d'euros de gel de crédit quasiment tout de suite derrière, avec une annonce de dire qu'il y a 30 millions qui devaient revenir. Il y en a 4 qui sont revenus cet été. Il devait rester 26 millions, si ma mémoire est bonne, qui devaient être dégelés. Est-ce que ces 26 millions vont être dégelés ou pas? Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse? Et donc, on arrive à 465 millions l'année prochaine, 465 millions avant les gels de crédit. Est-ce que vous savez nous dire s'il y aura aussi, faut-il s'attendre aussi à de nouveaux gels de crédit, auquel cas on discute de chiffres encore qui sont très théoriques quand on parle de 110 000. Et d'ailleurs, mais vos conseillers le savent très bien, on a discuté à plusieurs reprises, j'aimerais qu'on puisse clarifier un petit peu les choses. Plus personne n'y comprend rien sur le service civique. On parle de 150 000, 135 000, 110 000. En fait, on compte à chaque fois 2 fois les mêmes jeunes, puisqu'on on compte ceux qui rentrent en début d'année, on les recompte une 2e fois en début d'année prochaine. Quand on parle de 150 000 jeunes, c'est en fait 86 000 jeunes nouveaux qui rentrent dans le dispositif. Quand on parle qu'on passe à 135 000, c'est en fait 73 000 jeunes nouveaux qui rentrent dans le dispositif. Donc c'est une baisse de presque 13 000. Et c'est pour ça que c'est un impact plus important, puisque on l'a fait en cours d'année, et que l'année prochaine, probablement, on parle de 60 000 jeunes. Donc on est sur... on se gargarise de gros chiffres, mais en fait, c'est 60 000 jeunes dont on parle. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Et puis, on parle d'annulation de crédit, mais si je voulais être taquin, alors pas avec vous, Madame la Ministre, mais parce que vous venez d'arriver, mais c'est pas l'annulation de crédit, c'est l'annulation du mandat ou des mandats d'Emmanuel Macron qu'on est en train de faire.
puisqu'on annule le SNU, qui était une politique qui lui tenait à cœur. On supprime l'écolo apprenante, qui était un dispositif très cher à Jean-Michel Blanquer. On revient au service civique au niveau du service civique avant 2017. Donc, est-ce que là, finalement, cette année, juste avant l'élection présidentielle, on n'est pas en train d'annuler 10 ans de politique d'Emmanuel Macron en direction de la jeunesse et comment s'y prend-on sur l'année prochaine pour essayer de construire avec vous, peut-être, et avec le Sénat, une nouvelle politique pour la jeunesse qui en a tant besoin? Merci, Madame la Ministre. C'est toujours comme ça entre Savoyards? Ça peut être pire, Monsieur le Président. Vous allez voir la réponse. En toute amitié, il va de soi. Allez, on vous laisse répondre, Madame la Ministre. Alors, je reprends mon ordre. Alors, si vous le permettez, Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, comme il y a beaucoup de choses qui portent notamment sur le service civique, une réponse peut-être plus fournie qui permettra d'éclairer tout le monde. Alors, d'abord, c'est le sénateur Kern, mais qui a dû nous quitter sur les Jeux olympiques et paralympiques Halle française 2030. Alors, le temps presse, effectivement, c'est vrai. Donc, il y a urgence à adopter le texte. Comme je vous l'ai dit, il est positionné début janvier à l'Assemblée. Urgence, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse partir les opérations. Et bien évidemment, moi, j'étais rapporteur du texte sur le volet urbanisme à l'Assemblée. Vous le savez, il y a des dispositions qui sont nécessaires pour qu'on puisse commencer à lancer les travaux, puisque plus le compteur tourne, plus ça risque de nous coûter cher, puisqu'il y a déjà des équipements sur lesquels nous devrons travailler en 2-8, vous le savez, pour être au rendez-vous. Donc, il y a effectivement nécessité à aller vite. Donc, les priorités pour les Jeux 2030, bien évidemment, c'est de faire passer le texte. Deuxièmement, c'est d'adopter, ça sera avant d'ailleurs le texte, le budget de la Solidéo, puisqu'on doit l'adopter au mois de décembre. Et puis ensuite, il nous faudra définir la carte des sites et en temps masqué, bien évidemment, COJOP et Solidéo travaillent. Le COJOP notamment sur les partenariats et la Solidéo continue à travailler et à faire les études nécessaires et à lancer les appels d'offres sur les différents équipements. Sur la question des hospitalités, puisque ça a été évoqué, donc effectivement avec le souhait de relever le plafond à 25% du PLFSS. Bon, là encore, quid du coût budgétaire? Aujourd'hui, je n'ai pas d'évaluation de ce que ça pourrait coûter aux finances publiques. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que ça pourrait engendrer comme dépenses supplémentaires. Je ne suis pas sûre que ça soit bien dans l'heure du temps. En revanche, j'entends aujourd'hui plusieurs propositions qui viseraient à taxer davantage les hospitalités, etc. Moi, je suis très frileuse dans la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, notamment par rapport aux recettes du sport professionnel, à aller bouger quoi que ce soit. Tant qu'on n'aura pas aujourd'hui travaillé la question notamment des revenus liés aux médias, à la diffusion, je crois qu'il faut qu'on fasse attention pour ne pas aggraver une situation qui est déjà très fragile aujourd'hui. Et donc la proposition de loi que vous avez déposée doit nous permettre justement de donner un cadre meilleur, et sur la question du piratage, doit nous permettre d'améliorer les choses. Donc pour l'instant, moi j'aimerais qu'on mette ce texte en œuvre, qu'on avance avec les fédérations et la fédération en particulier de football et la ligue et de rugby sur ces, enfin, ça va toucher d'autres même sports professionnels, ça va nous aider à structurer les choses avant d'imaginer de nouveaux dispositifs. Je crois que le moment n'est pas propice. C'est le message que je voudrais passer quand la situation est fragile. Évitons d'aller mettre des nouvelles taxes au moment où ça tangue. Voilà, il faut, je crois, savoir raison garder. Madame la sénatrice Olivier, alors nous ne tournons pas le dos au sport. Et je vois la tentation de dire nous opposons les JO 2030, la promesse de l'héritage olympique, puisque vous avez dit, je reprends vos propos in extenso, les JO 2030 ne doivent pas se faire au détriment des clubs. Mais non, enfin, il n'a jamais été question que les JO 2030 se fassent au détriment des clubs. Moi, je viens du dernier territoire qui a accueilli des Jeux olympiques d'hiver. Je peux vous dire que ça a changé la vie de nos territoires et ça a changé la vie de nos clubs sportifs sur nos territoires. Parce que les infrastructures qui ont été livrées pour nos clubs sportifs à l'époque, qu'on utilise encore aujourd'hui et qui vont être utilisées pour les Jeux 2030, nous ont permis de maintenir la pratique de certaines disciplines sportives sur nos territoires. Donc je crois qu'il faut bien que nous nous gardions d'opposer les deux. Alors après, je sais qu'il y a certaines oppositions à ces Jeux, à l'organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, mais en tout cas, moi, je ne m'inscrirai pas là-dedans. Et on le voit d'ailleurs sur le paralympique notamment, l'héritage est certain et on doit continuer
pour développer également le développement des sports pour les personnes en situation de handicap sur les disciplines hivernales. Et ces jeux doivent nous permettre de livrer des infrastructures qui seront plus accessibles, des moyens d'accès également aux stations qui seront plus accessibles, etc. Donc, gardons-nous bien d'opposer club et organisation de Jeux olympiques. Et dans la politique que nous conduisons aujourd'hui, nous sommes bien évidemment toujours dans la recherche de la valorisation de cet héritage des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Alors, vous m'interrogez ensuite sur la fin du plan équipement des 5000 équipements. Oui, le plan, il est terminé, je vous l'ai dit, on aura livré 10 617 équipements. Là, on avait 2 plans de 5000. Donc, on a dépassé l'objectif. Donc, après, c'est aujourd'hui le choix qui vous est fourni par la copie de dire les plans ont été terminés, on a atteint nos objectifs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se repenche sur d'autres choses, et ça a été évoqué par certains de vos collègues autour de la table, à juste titre, notamment sur le savoir nager et sur les équipements en piscine. Vous m'interrogez ensuite sur les départs en vacances des jeunes. Moi, je partage votre sentiment. J'ai lu les rapports Jean Jaurès, notamment sur l'accès, les rapports de la Fondation Jean Jaurès, notamment sur l'accès des adultes aux vacances ou l'accès des jeunes également. On voit que des jeunes qui ne partent pas, par exemple, en vacances, sont des adultes qui ne partiront pas en vacances derrière. Donc on sait, et c'est extrêmement important, y compris d'ailleurs dans le lien à la pratique sportive, que souvent en colonie de vacances, on se met à la pratique sportive. C'est essentiel que nos jeunes puissent partir en vacances. Donc bien évidemment, aujourd'hui, la ligne colo apprenante a été mise en extinction dans la proposition de budget qui est faite. Je vous renvoie sans me dédouaner à la discussion parlementaire que vous devrez avoir, et je vous redis les pistes que nous avons ouvertes aujourd'hui avec la CNAF, qui pour l'instant ne sont pas concluantes, mais sur lesquelles nous ne désarmons pas. En revanche, je pense qu'on a un travail peut-être à faire collectivement sur le fait de rendre les aides au départ en colonie de vacances de nos enfants plus lisibles, parce qu'il y a une multitude de dispositifs aujourd'hui, et les ayants droit, bien souvent, n'ont pas forcément la bonne grille de lecture pour pouvoir aller chercher ces aides. Donc je pense qu'on a à réfléchir aussi sur comment rendre ces aides plus lisibles et peut-être aller sur des dispositifs qui soient simplifiés pour que les personnes qui pourraient y avoir recours puissent plus facilement aller solliciter ces aides. En tout cas, je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire sur le sujet. Monsieur le sénateur Piednoir, alors d'abord vous saluerez Michel Savin de ma part, que j'ai eu au téléphone, et j'espère qu'il sera vite parmi nous. Vous m'interrogez sur les manques de crédit par rapport aux infrastructures sportives. Je tiens juste à vous rappeler, par exemple, vendredi, j'étais dans la Nièvre en déplacement, et j'interrogeais justement la préfecture pour savoir, en dehors des plans de l'ANS, combien cette année la DETR avait mobilisé au titre des équipements sportifs. 550 000 €. Donc on voit bien qu'il y a toujours un financement de l'État au-delà des infrastructures sportives qui va exister et continuer à exister sur nos territoires. Vous le savez mieux que quiconque aujourd'hui, que ce soit de la DETR, de la DSIL ou du Fonds vert, quand il faut rénover un équipement aujourd'hui, l'État continue à accompagner les collectivités sur ces équipements sportifs. Donc je vous le redis, faut-il se reposer la question d'un plan plus spécifique sur les piscines ? Pourquoi pas? Alors, je ne sais plus si c'est vous qui avez dit on va avoir un bassin, une pataugeoire. Non, je ne crois pas que ça soit vous. C'est vous, le sénateur Ross. Alors, je regardais juste avant de venir, vous voyez, ce qui a été fait notamment en Moselle avec les centres aquatiques mobiles. Je ne sais pas si vous avez vu ce camion qui se déploie. Alors, c'est mieux qu'une pataugeoire tout de même, je dois vous le dire. Et c'est des équipements qui coûtent 775 000 € TTC. Donc, on est loin... effectivement d'un gros centre aquatique, mais en tout cas quand on va en ruralité, ce genre d'équipement peut permettre d'apprendre les b.a.-ba du savoir nager en ruralité. Je pense que ça serait intéressant qu'on se plonge, sans mauvais jeu de mots, sur ce genre de dispositif. Et puis vous avez aussi les bassins mobiles plus classiques. Il y a des programmes qui ont été mis en œuvre, vous le savez, notamment dans le cadre de la Ligue Île-de-France de natation, qui a déployé plusieurs centres aquatiques mobiles. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on regarde. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous livrions du fixe et qu'il ne faut pas que nous regardions sur la rénovation de nos équipements, parce que là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on a 22% de nos équipements sportifs qui ont plus de 50 ans. Donc, on a un sujet. Voilà. Par ailleurs, sur les équipements sportifs, ce que je voulais vous dire, c'est que nous continuons à travailler étroitement avec les collectivités, avec l'éducation nationale, pour ouvrir davantage les équipements sportifs qui sont adossés aujourd'hui au collège ou au lycée
ou même aux universités. Donc là, c'est un peu de nous que ça dépend, mais avec l'autonomie des universités, vous le savez. Il y a un rapport qui vient d'être rendu là ce matin, j'en ai pris connaissance ce matin, qui tend à dire, puisque l'expérimentation a été menée sur la région Nouvelle-Aquitaine notamment, qui a bien monitoré l'utilisation aujourd'hui de ces équipements. 50% aujourd'hui de ces équipements sont déjà ouverts à la pratique hors scolaire, mais il faut que nous continuions, et donc c'est l'objectif que nous portons à 2027. C'est 23 000 structures sportives quand même en France, hein, c'est pas un détail, pour faire en sorte que ces centres s'ouvrent davantage, puisqu'on sait que le week-end, ils sont fermés à plus de 50% aussi. Donc c'est important. Donc il faut vraiment qu'on avance, là-dessus. Vous m'interrogiez également sur le fonctionnement de l'ANS. Faut-il qu'elle soit plus proche des élus? Je pense y avoir répondu dans mon propos liminaire. Oui, bien évidemment. Mais vous savez, moi, ma grand-mère disait toujours qui paye décide. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vivre ce GIP davantage, si j'ose dire. Enfin, sur la PPL Sport Pro, je me suis exprimée, il faut qu'on la passe très rapidement et qu'on la laisse dans sa configuration actuelle, parce que bien évidemment, elle organise les choses, mais il y a aussi le volet développement du sport féminin que je juge extrêmement intéressant, et puis la question du piratage qui devient essentielle dans les temps budgétaires compliqués que nous connaissons. Le sénateur Pied-Noir pensait aussi à la PPL sur le port. Alors j'allais y voile. venir sur la laïcité. Voilà. C'était le point d'après. Alors, elle a effectivement été votée ici. Elle doit venir à l'inscription à l'Assemblée nationale. J'ai eu l'occasion de répondre à un député la semaine dernière sur le sujet, en disant le gouvernement n'a pas varié de position. Nous étions favorables à l'inscription de cette PPL. Nous y sommes encore. Mais comme c'est une proposition de loi, vous le savez, c'est aussi d'initiative parlementaire. Et donc, il va falloir que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée se saisisse du texte, mais pas d'objection du côté du gouvernement. Et sur le certificat médical, faut-il revenir dessus ? À ce stade, je n'ai pas regardé de près le sujet, mais je vais regarder. Effectivement, vous avez relaté l'événement malheureux qui a eu lieu ce week-end. C'est vrai qu'on avait mis davantage de souplesse sur la question des certificats médicaux. Peut-être que sur certaines compétitions nécessitant un effort particulier, il serait peut-être bon de revenir effectivement sur un certificat médical obligatoire, en tout cas sur la compétition que vous évoquez. On voit bien que c'est d'une intensité toute particulière. Ensuite, j'avais des questions. C'est Madame Daniel ou Monsieur Daniel? Madame Daniel. Voilà, vous êtes là. Merci. Madame la sénatrice, pour vous dire, effectivement, le financement des associations. Alors, le mouvement, ça ne tient plus. On est bien conscient de ce qui se passe aujourd'hui, et moi plus que quiconque, puisque comme vous, je suis constamment en rapport avec les associations du territoire. On assiste notamment à des plans sociaux qu'on n'avait pas connus jusqu'à présent. Ce qui doit d'ailleurs, de mon point de vue, nous interroger sur le modèle économique de nos associations qui, comme de nombreuses structures aujourd'hui, doivent nous appeler peut-être à réfléchir à de nouveaux modèles de financement, à des financements complémentaires croisés, pour que les associations soient moins dépendantes aujourd'hui à l'argent public. Alors vous pointez évidemment le fait que aujourd'hui certaines collectivités revoient les financements qui sont dévolus aux associations. Il ne m'appartient pas aujourd'hui, en tant que ministre, de porter un jugement sur les choix qui sont faits par telle ou telle collectivité. C'est de leur ressort, c'est de la libre administration des collectivités. Ce que je peux vous dire en matière de financement de l'État, c'est qu'entre 2019 et 2023, le financement État dévolu aux associations a augmenté de 44%. Alors certes, il y a eu la période Covid dans l'intervalle, mais on a quand même fourni un effort extrêmement important à destination de nos associations. C'est bon de le rappeler aussi, parce que beaucoup d'associations ne seraient plus là aujourd'hui si on n'avait pas produit cet effort à ce moment-là. Alors, vous nous parlez des SIDEF. Oui, je suis au courant de ce qui se passe. En tout cas, sur le périmètre de mon ministère aujourd'hui, il n'y a pas de baisse, vous l'avez vu, des crédits sur la vie associative, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une vigilance particulière sur ce qui se passe au niveau de l'État en général. Et puis, vous disiez que les fonds privés pouvaient parfois avoir un lien avec l'entrisme. Ça peut être vrai, mais il y a aussi des fonds privés qui n'ont rien à voir avec cela. Et je pense au mécénat notamment, qui se développe de plus en plus et sur lequel nous devons également être très en appui des démarches, tant sur la mise en réseau des acteurs, puisque ça manque aussi aux associations parfois de savoir quel interlocuteur toucher. Et ça, c'est le rôle aussi que doivent faire nos têtes de réseau. C'est pour ça que nos têtes de réseau, il faut qu'on continue à les soutenir. Le sénateur Lévy. Alors...
Ah, vous indiquez les chiffres. Oui, alors effectivement, l'objectif là de cette année, ça me permettra de répondre au sénateur Vial en passant, c'est bien 110 000 missions en comptant le stock et le flux. D'accord. Donc c'est Madame qui avait les bons chiffres, hein, ce qui nous fait une entrée plus importante cette année, puisqu'on a effectivement 71 000 missions en cours. Donc vous faites le delta, ça vous donne ce qui doit rentrer. Alors, bien évidemment, vous l'avez rappelé, et moi je me réjouis de voir qu'au sein de votre commission, il y a un consensus autour de la politique du service civique. Le constat n'est pas le même partout. Donc déjà, je me réjouis de voir qu'il y a une unité sénatoriale sur le sujet. Alors, comment justifier? C'est essentiellement un problème budgétaire aujourd'hui qui a conduit à ces arbitrages. Donc, moi, je souhaite bien évidemment que dans l'échange que nous allons avoir dans le temps budgétaire, nous puissions améliorer la copie. Mais je me dois de vous dire, dans la position qui est la mienne aujourd'hui, à périmètre constant, il va falloir qu'on trouve des arbitrages dans l'enveloppe générale du budget, trouver des arbitrages pour pouvoir recentrer sur la politique que nous aimerions voir mise en œuvre dans le cadre du service civique. Vous m'interrogez sur une loi spéciale. À date, je ne peux pas vous dire si nous allons aller sur une loi spéciale. Nous, ce que nous souhaitons, c'est aller au bout de la discussion budgétaire. Voilà, c'est ce que nous désirons. Vous aussi, j'imagine. Voilà, c'est peut-être le changement de méthode avec le fait de dire que nous n'activerons pas le 49.3, l'utilisation du 49.3. Mais à date, je ne peux pas vous dire si nous allons aller sur une loi spéciale. En tout cas, ce n'est pas notre souhait. Et relever le budget, ça, c'est le cadre de la discussion parlementaire qui nous permettra de le relever. Monsieur Ross, j'ai répondu déjà en partie. Vous m'interrogez sur plus particulièrement la politique sport-santé et notamment sur le sport sur ordonnance. Donc, je vous renvoie à l'article 19 du PLFSS qui traite du sujet. Alors, c'est pas détaillé ligne par ligne, mais on est bien dans cet article, présent dans cet article. Pour vous rappeler que sur la deuxième stratégie nationale sport-santé, nous allons travailler à budget constant. 16,2 millions d'euros qui sont mis sur les projets sport-santé, 16,5 millions d'euros sur le développement des maisons sport-santé, et 1 million d'euros pour un appel à projet sport en milieu professionnel dans la fonction publique. N'oublions pas la fonction publique. Et sur le vieillissement des infrastructures, j'y ai répondu. Madame Gosselin, donc bien évidemment, oui, je ne nie absolument pas la difficulté des associations. Comme vous, je regrette que la ligne soit en extinction sur l'écolo apprenante, et c'est pour cela que nous continuons à travailler avec la CNAF et que la discussion parlementaire nous permettra aussi peut-être d'améliorer cette copie. Vous m'interrogez également sur la taxe d'apprentissage pour les acteurs non lucratifs. Alors c'est vrai qu'il y a une disposition qui est prévue dans le projet de loi, c'est pas encore passé à l'Assemblée. Les associations aujourd'hui sont très utilisatrices et très bénéficiaires de contrats d'apprentissage. Si on veut continuer à amorcer la pompe financière des centres de formation aussi pour l'apprentissage. Bon, voilà. Alors, je sais que c'est perturbant et pour les associations, mais ce sont des employeurs au même titre que les entreprises qui ont recours à l'apprentissage, et donc il paraîtrait normal. Alors, c'est vrai que le pas de temps est peut-être pas le bon vu les difficultés financières qu'elles ont, mais en tout cas, la logique, c'est bien celle-ci. Elles sont aujourd'hui bénéficiaires de ces contrats d'apprentissage, donc à ce titre, elles devraient aussi financer la formation apprentissage. Vous avez des associations qui ont des employés, mais beaucoup de bénévoles. Donc, il y a tout le problème du bénévolat qui est une ressource immense. Mais si on leur met vraiment beaucoup de difficultés, je pense qu'il y a des endroits où vraiment on lâche et on laisse tomber l'association. Et ce serait quand même dommageable. Alors, sur le bénévolat, pour vous répondre plus particulièrement, puisque c'est quelque chose que j'intuitais depuis déjà un certain temps sur le terrain, et une étude vient d'être fournie, je crois que c'est une bonne orientation, et c'est une orientation qui doit nous amener à avoir du baume au cœur. Et quand j'ai discuté avec certaines têtes de réseaux associatives, ils nous disent bien sûr il y a le problème budgétaire, mais il y a aussi tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour porter une politique et un discours en mettant en lien les acteurs, etc. C'est le fait que les jeunes s'engagent de plus en plus dans le bénévolat. Et ça, c'est important à souligner parce que c'est un message d'espoir pour tous ceux qui nous disent depuis des années que nos bénévoles vieillissent et que de moins en moins on va avoir de bénévoles dans nos associations. C'est spectaculaire l'engagement des jeunes, et donc il faut que nous continuons dans cette voie. Madame Brossel, sur le service civique, nous en avons parlé et reparlé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc je ne vais pas commenter ce que vous avez dit d'une manière assez juste.
Vous avez raison sur le fait que l'éducation nationale a dû absorber une grosse part aujourd'hui des réductions, donc ce qui aussi appelle à notre vigilance. Il y a une dichotomie aujourd'hui sur laquelle on souhaiterait nous emmener, qui est de dire faut-il réduire la présence des jeunes en service civique au sein de la fonction publique pour favoriser leur présence dans le milieu associatif, ou à contrario. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste équilibré, ne pas pénaliser le milieu associatif dont nous avons extrêmement besoin, ça a été rappelé par tout le monde, et en même temps essayer de maintenir aussi le service civique au sein de la fonction publique, parce que ça crée des vocations aussi, et c'est important de valoriser la fonction publique. Pour autant, les orientations qui ont plutôt été prises pour l'instant, et les derniers arbitrages avant que je n'arrive, ont quand même protégé le milieu associatif davantage, vous l'avez rappelé au titre de l'éducation nationale par exemple, davantage que la fonction publique, preuve que nous avons une attention toute particulière au monde associatif. Le mentorat, vous l'avez dit, ça fonctionne bien. Il y a une légère baisse aujourd'hui sur effectivement le dispositif. En revanche, on a parlé de la CPO qui restera bien à 950 000 €. Et là encore, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers le mécénat. Il faut peut-être qu'on voit comment peut-être développer davantage le mécénat au sein du mentorat. Je pense que c'est une piste intéressante à poursuivre. Et enfin, pour le Savoyard Cédric Vial, alors 26 millions dégelés, oui. Monsieur le sénateur, à date, faut-il s'attendre à un autre gel? Je ne peux pas vous répondre. À date, je ne le souhaite pas, bien évidemment, mais qui vivra, verra, comme on dit. Et alors, faut-il voir une annulation des mandats d'Emmanuel Macron? Moi, je vous dirais que, monsieur le sénateur, que au gré des différents gouvernements que j'ai pu servir et que j'ai eu l'honneur de servir, il y en a certains qui sont chers à notre cœur, et nous avons toujours œuvré, non pas pour défendre une politique, mais pour travailler dans l'intérêt général des Français. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Juste une petite précision, parce que la question de Claude Kern sur les hospitalités portait plus spécifiquement sur l'application de la loi Sapin 2 et la difficulté que ça peut engendrer pour des entreprises sponsors. Mais on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci pour vos réponses. On a bien noté des ouvertures de votre côté. On espère qu'il y en aura aussi du côté de Bercy sur le service civique et sur le passeport. En tout cas, ça va nous donner l'occasion dans les jours qui viennent, évidemment, de travailler avec vous sur ces deux sujets. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président.